Yann, quelle est ta définition de la radio ? Alors, qu'est-ce que je pourrais dire ? C'est une bonne question, ça. Ouh la vache, vous attaquez fort vous. C'est probablement le média le plus puissant pour aller au plus profond de l'intime de nos auditeurs. Moi, la radio, c'est tout. Enfin, tout pour moi, en tout cas. C'est gratuit. La définition de la radio, c'est typiquement ce qu'on m'a dit que je ne ferais jamais. Je suis absolument bluffé par l'importance que la radio représente encore pour nos auditeurs. Comme disaient mes ex-femmes, c'est ma maîtresse, ma femme, ma mère, enfin, etc. Parce que j'ai plongé dedans depuis très très longtemps. Ça rythme la vie. Je veux dire par là que, par exemple, le matin, quand il y a une chronique, un jeu, on sait si on est en retard ou pas. Ça sert vraiment à rythmer la vie. C'est-à-dire que quand j'ai commencé les études de journalisme, j'ai fait de la presse écrite et on m'a dit surtout Isabelle, avec la voix que tu as, à l'époque j'avais un physique, on m'a dit tu feras de la télévision, tu feras de la presse écrite, tu ne feras jamais de radio parce que ta voix est très laide. Donc je suis toujours restée avec cette idée que la radio, ça n'était pas pour moi. Maintenant, à titre personnel, je dirais que c'est un amour de jeunesse. Et comme tous les amours de jeunesse, on les oublie pas. Claude Esclatine, parlez-nous de votre première fois au micro. Ma première fois au micro, c'était très tôt. Je pense avoir 12 ans. Tout petit, j'avais déjà très envie de faire de la radio. Donc je mettais une petite boule de ping-pong sur un bâton et je faisais le micro. Mais là, j'avais 8-10 ans. Quand RTL m'a appelé en 95, Olivier Mazerolles, et qui m'a dit Isabelle, j'aimerais que vous deveniez chroniqueuse sur RTL. Je lui ai dit mais vous êtes fou, c'est pas possible. Avec la voix que j'ai, elle est très laide. Et il m'a dit oui, c'est vrai, elle est pas belle. J'étais super vexée. Elle est pas belle, mais elle est reconnaissable et c'est uniquement ça qui compte en radio, une voix qui a une empreinte. Alors je ne sais pas si c'était de la radio, mais c'était avec un copain dans la chambre. On avait un Tepaz, je ne sais pas si ça dira encore quelque chose à quelqu'un, et puis un magnéto à bande. Et puis on faisait des émissions de radio, lui il faisait le technicien, en même temps l'interviewait, et moi j'étais toujours l'intervieweur. Je ne faisais pas le technicien, j'étais l'intervieweur, j'étais l'homme de radio. C'était un jeu radiophonique en public, animé par un animateur qui est aujourd'hui un grand réalisateur de télévision. Et j'avais été très fier parce qu'en public, pour la radio, en direct, j'avais gagné le concours, j'avais 12 ans. Alors c'est peut-être héréditaire parce que, pour vous dire, mon grand-père avait fait de la radio en 1930 par là, à Marseille, dans une époque très lointaine. Alors c'est peut-être ça, je sais pas. Ma première expérience radiophonique, j'étais avec Hervé Bérou, qui est maintenant à BFM, qui dirige BFM Télé. J'étais le matin, j'avais pas eu le temps de réviser, je savais pas du tout comment on lisait un texte, et je ne savais pas qu'à la radio, en fait, tout est écrit. On peut improviser, mais à partir d'un contexte écrit. Alors la première fois, je me suis risqué. Radio Monte Carlo, parce que je suis natif de Marseille, je vous le dis. Donc là-bas, c'était pas compliqué. À l'époque, je vous parle d'un temps avant la FM, il y a bien longtemps. Donc il n'y avait pas beaucoup de radio. Et donc, à l'époque, on captait les grandes ondes. Et à Marseille, on ne captait que 2 radios. C'était Radio Monte Carlo et France Inter. On a fait 4 jours, on a vaguement répété ce que devait être la chronique, moi qui n'avais jamais fait de radio de ma vie. Puis donc, avec ce handicap qui était ma voix et qui vraiment me bloquait. Parce que quand on peut faire une grimace, je me dis, je vais me rattraper sur une mimique, un sourire, un fou rire. Mais là, à la radio, je pouvais me rattraper à rien, à aucune branche. Donc il y a eu les quinzaines commerciales. Ensuite, moi j'avais une copine qui allait faire du ski aux Arcs. Et elle m'a dit, tu devrais appeler la fille responsable d'animation aux Arcs parce qu'ils montent la radio là-bas. Et j'ai commencé par Radio Les Arcs. Et Radio Monte Carlo, à cette époque-là, faisait des concours, ce qui a permis à pas mal d'animateurs de faire leur début. Ça a été mon cas. Donc j'ai fait le premier concours qui s'appelait Prenez ma place, avec Jacques Ball. Et d'ailleurs, quand on a commencé le lundi, après 3 jours de vaguement répétition, je sentais qu'ils disaient, mon Dieu, ça va être une cata. Mais ça va être une cata, cette pauvre fille. Ce qui était fabuleux, c'est qu'on vous donnait une demi-heure d'antenne. Enfin, il fallait une petite sélection, mais après, on nous donnait une demi-heure d'antenne à présenter des disques, avec un invité, avec les pubs, avec une émission de radio, quoi. Je crois que mon séjour aux Arcs m'a, je dirais pas tout appris, mais appris énormément de choses, parce qu'on faisait un peu de tout. Si vous deviez choisir un joli souvenir de radio. J'en ai eu beaucoup, vous savez. J'étais extraordinairement bluffé, si vous me permettez à nouveau l'adjectif, par un grand événement que j'ai vécu au Pont du Gard,
C'était il y a quelques mois, je venais d'arriver à la tête de France Bleu. La fois où je suis allé interviewer Phil Collins. Quand on a fait avec un camarade de RTL qui s'appelle Laurent Marsic, on a fait tous les matins une émission de radio où pendant 20 minutes, on prenait un thème, on commentait ce thème, mais surtout ce qui était spectaculaire, c'est qu'on donnait en radio, on donne toujours les audiences de la veille, mais on faisait venir le jour même. C'est-à-dire qu'on ne faisait pas venir une vedette pour qu'elle nous parle de son émission le soir même, on la faisait venir le lendemain et on lui donnait les audiences en direct à l'antenne. Enfin, moi, ce qui m'a marqué, c'est vraiment la toute première fois où j'ai fait de la radio en professionnel. J'avais fait comme tout le monde, j'avais envoyé des cassettes, évidemment, de ce qu'on faisait. Et à l'époque, encore une fois, il y avait 4-5 radios. Et la seule qui vous donnait la possibilité de débuter, c'était Radio Andorre ou Sud Radio. Et la plupart ont débuté là-bas. D'ailleurs, je peux vous donner des noms si ça vous intéresse. Et il y avait un très grand concert dans une salle au pied du pont du Gard, dans un contexte et un décor de rêve, on va dire de cinéma. Et près de 20 000 personnes étaient venues à ce concert organisé par France Bleu. Et j'ai passé une soirée pendant 5 heures absolument extraordinaire qui restera probablement un des grands souvenirs radiophoniques de ma carrière professionnelle. Et je suis parti avec mon petit magnétophone et qu'au moment de faire l'enregistrement, ça ne marche pas. Et à ce moment-là, Phil Collins me dit en français, t'inquiète pas, j'ai le même à la maison, je vais te montrer. Donc la vedette était avec nous, il n'y avait pas encore les smartphones comme maintenant, hein, même au début des années 2000. Et donc la vedette découvrait avec nous en studio, en même temps que nous, si son audience était bonne ou pas bonne. Et donc j'ai envoyé ma petite cassette et un jour, miracle, j'ai reçu une réponse du directeur de Radio Andorre qui m'a dit « Écoutez, votre candidature m'intéresse, venez me voir ». Donc je vais voir Monsieur Marquet, Gilles Marquet, donc à Toulouse, dans les locaux de Radio Andorre, persuadez-moi que la radio se faisait à Toulouse. Voilà. Et donc je rentre dans un bureau qui est vide, et d'un coup j'entends ma voix, et je vois le monsieur arriver avec une espèce de mini-cassette qui est en train de m'écouter. Et Phil Collins m'a montré le pourquoi ça ne marchait pas. Et grâce à lui, j'ai sauvé l'interview, sinon j'étais mal. Et donc il m'explique le projet, etc. Il me dit, mais la radio se fait en Andorre. Donc il faut que vous preniez votre voiture, vous allez voir mon frère là-bas qui s'occupe de la radio. La radio entre Toulouse et Andorre, ça représente à peu près 180 km. En passant par le col d'Envalira à 2000, je ne me rappelle plus, 2005-2008, où a été entre autres l'émetteur onde moyenne de Sud Radio à l'époque. Et donc je me suis pointé en Andorre, et comme j'avais tellement envie de faire de la radio, ça a commencé comme ça. J'aime autant vous dire que certains matins, vous n'osiez même pas lui dire quelle avait été son audience. Et c'est là qu'on a vu ceux qui sont vraiment, qui ont un peu de hauteur de vue et ceux qui sont laminés, qui partaient furieux. Et il y avait des gens qui vraiment avaient la trouille de venir à cause de ça, en disant on ne sait pas comment on va réagir si on a une mauvaise audience. Ce qui était délicat, c'est qu'on m'a donné la tranche de la matinale, 6h, 9h. Jusque-là, très bien. Sauf que il n'y avait pas d'infos, il n'y avait pas d'invités, il y avait rien, quoi. Donc il fallait pratiquement tout créer, mais ça a été une très très bonne expérience pour moi. Isabelle, vous avez quelques secondes pour nous donner envie d'écouter RTL. RTL rouge. Vous avez également quelques secondes pour nous donner envie d'écouter France Bleu. Ah, France Bleu, c'est le cœur qui parle. C'est la proximité qui parle. Moi vraiment j'aime tout. J'aime notre décor qui est toujours en mouvement. Toujours en mouvement. Lynn Renaud était en 58 à RTL, elle a dit j'ai toujours connu RTL en travaux. Et ben moi aussi, mais c'est toujours harmonieux. Puis j'aime les équipes. C'est aussi crétin que ça. J'aime les équipes, j'aime l'antenne, j'aime le logo, j'aime la couleur. Tu as quelques secondes pour nous donner envie d'écouter RFM. Alors je vais être très corporate. C'est le meilleur de la musique. Mais je suis pas loin de le penser, parce que c'est vrai que la proposition est quand même intéressante et que Jean-Philippe et Willy, qui s'occupent de la prog, je pense qu'ils ont trouvé le bon mélange. C'est un mélange subtil entre l'information, le service aux auditeurs et le divertissement. Si je changeais de radio, je serais obligée de changer de couleur. Enfin, en même temps, c'est la maison de retraite qui m'attend. Donc, La radio de demain pour Max Lafontaine. Bah écoutez, regardez, peut-être Internet, moi je pense. Alors la radio de demain, elle est obligatoirement à la fois analogique et numérique. Comme à chaque fois qu'un nouveau média arrive, là je parle d'Internet et de la nouvelle manière d'écouter la musique, à chaque fois qu'un nouveau média arrive, on dit que c'est la mort pour les autres. Même chose pour le papier, même chose pour la radio quand la télé est arrivée. La radio de demain, je pense qu'elle va devoir
face à la consommation de la musique qui se fait par Internet, redonner un peu de sens à l'accompagnement. Eh ben, la radio de demain, je pense que c'est celle qui tiendra compte des nouvelles technologies, mais qui saura se souvenir que le métier de radio, quelles que soient les nouvelles technologies, il reste la passion, je dirais moins la passion d'informer que la passion du contact avec des gens à qui on a envie de raconter les choses. Parce que mes camarades sont pour l'information pure et dure, moi je dis juste l'envie de raconter des choses à des gens. Je m'emploie en ce qui me concerne, à la tête de France Bleu, à rendre tout numérique, cette radio, pour en faire sur le numérique la deuxième antenne de France Bleu, c'est-à-dire avoir une antenne sur la diffusion hertzienne, mais l'avoir aussi sur le numérique. Donner plus de place aux animateurs qui transmettront leur coup de cœur, leur désir. Je pense qu'on va revenir automatiquement, obligatoirement à ça. Enfin, je suis sûr de rien, c'est ce que je pense. Pour terminer, Max, en partant du principe que la radio est une personne, elle est matérialisée par cette caméra, vous avez enfin la possibilité de lui faire une déclaration à cette radio. Moi, j'ai envie de lui dire merci, tout simplement. Merci de m'avoir apporté tellement de choses, parce que je crois, franchement, que je n'aurais pas fait de la radio, je ne sais pas vraiment ce que je serais devenu. Ça sera d'autant plus facile que c'est presque une déclaration d'amour. Tu m'as tout apporté. Ça m'a apporté plein de choses, et puis tellement de plaisir, tellement de bonheur. Alors moi, j'espère pour moi qu'il y ait une suite, et j'espère que pour tous ceux qui ont envie de faire de la radio, eh bien qu'ils aient le même bonheur que moi devant ces micros. Tu m'as apporté le plaisir de faire ce que je voulais faire, le plaisir et la joie d'en vivre même assez correctement finalement, et je te dois tout. Et je te remercie.